Je voudrais souhaiter la bienvenue à Cécile Lacou qui va pour la première fois auprès de nous présenter les chiffres de l'animation 2021. Elle succède à Benoît Danard qui est parti il y a moins d'un an maintenant. Nous bénéficions ici au RAF de cette présentation depuis la première édition de 2009 et je vous rappelle que l'ensemble de ces éléments sont disponibles en archive sur le site des RADIRAF pour ceux qui veulent se mettre dans une perspective comme ça de plusieurs années. Et année après année, nous mesurons l'intérêt que représente la photographie détaillée de chaque exercice, la richesse des informations et des analyses que recèlent ces présentations. Merci au CNC. À toi, Cécile, de partager ce document avec nous. À l'issue de la présentation de Cécile, Stéphane Lebars, à ma droite, délégué général d'Anime France, fera part de son sentiment sur la situation de l'animation en France au regard de ses résultats. Et bien évidemment, nous échangerons aussi avec vous dans la salle. Cécile, la parole est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci Patrick. Je suis ravie d'être ici pour la première fois donc pour vous présenter l'état des lieux de l'animation française, comme vous en avez l'habitude chaque année. Le format est un peu différent cette année pour laisser plus de place aux échanges, aussi avec Stéphane, et avec la salle, évidemment, sur cet état des lieux. Donc, je vais vous parler d'abord un petit peu de l'animation audiovisuelle, et ensuite l'animation cinématographique, et je finirai par un mot sur la place de l'animation française à l'international. Donc, sur l'animation audiovisuelle, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un secteur très dynamique. Déjà, vous voyez ici, en termes de production audiovisuelle aidée par le CNC, on a atteint en 2021 un volume d'heures qui était très important de 357 heures. Alors, ce n'est pas un record, mais c'était le plus haut niveau depuis 2016. Alors, comme vous le savez, l'animation sont des cycles de production qui sont longs, de 3 ans, donc c'est logique qu'on ait des hauts et des bas, nous, dans les volumes aidés chaque année. Là, on est sur un cycle haut de la production. Ce qui est intéressant de noter surtout, c'est le montant des devis, qui, lui, est en croissance depuis 20 ans, avec quelques fluctuations, mais une claire croissance, et a atteint un niveau record l'an dernier de 315 millions d'euros. Donc, ce qui se traduit en fait par un coût horaire, comme vous le voyez ici, qui est aussi en progression, surtout sur les 10 dernières années. C'est sur les 10 dernières années que le coût horaire a gagné plus de 44%, pour atteindre l'an dernier donc 880 000 euros de l'heure. Il faut savoir que le CNC a en grande partie accompagné cette hausse du coût horaire, puisque nous avons renforcé notre rapport horaire de près de plus 28% en 10 ans pour atteindre 162 000 euros de l'heure. Les diffuseurs aussi ont augmenté leur rapport horaire dans une moindre mesure, mais ils ont quand même renforcé leur rapport horaire qui a atteint 189 000 euros l'an dernier. C'est plus 14% en 10 ans. Donc évidemment, ils n'ont pas pu suivre cette forte hausse du coût horaire. Comme je disais, 44% en 10 ans, qui traduit véritablement le fait que l'animation audiovisuelle est de plus en plus ambitieuse, souvent avec une vocation internationale, je reviendrai dans un instant. Et c'est vraiment le reflet de cette montée en gamme que traduit ce coût horaire. Puisque je rappelle, l'inflation l'an dernier, il n'y avait pas de sujet d'inflation en 2021, on était au niveau de l'économie française, un niveau d'inflation de 1,6%. Donc probablement que 2022... il y aura des constats assez différents, mais ça, nous le verrons l'an prochain. Donc, si on regarde la structure de financement de l'animation, ce qu'on constate, c'est que du coup, face à ces coûts horaires importants pour l'animation, les producteurs font appel de plus en plus à des financements étrangers. Vous le voyez ici, sur l'animation, les financements étrangers représentent 29% des devis en 2021. C'est le plus haut niveau depuis 10 ans. Et si vous comparez à l'ensemble des gens de la production audiovisuelle aidée, c'est 10% seulement d'apport étranger. Donc clairement, l'animation attire les investissements étrangers en amont de la production. Et l'an dernier, on a eu un niveau record des apports, que ce soit préachat ou apport en coproduction étranger, puisqu'on a atteint 91 millions d'euros. Et donc, beaucoup plus d'investisseurs étrangers sur l'animation. Pour autant, ce qu'on constate, c'est que la grande majorité des dépenses, plus de 80%, restent localisées en France. Vous voyez, l'an dernier, c'est 80,7% des dépenses sur cette production audiovisuelle d'animation qui ont été réalisées en France. Ça représente 254 millions d'euros de dépenses, soit une hausse de 84% en 10 ans. Alors, on avait atteint un pic en 2018 avec 86% des dépenses localisées en France. Ça s'est un petit peu effrité depuis, mais encore une fois, c'est assez, déjà d'une part un peu logique, dans la mesure où il y a de plus en plus d'investisseurs étrangers, de partenaires étrangers. Et ça reste quand même un niveau élevé. C'est aussi dû à notre politique incitative pour localiser, relocaliser les dépenses en France, et que ça profite évidemment à l'emploi dans le secteur de l'animation. Et ça, cette politique-là, elle est aussi à travers tous nos dispositifs de crédit d'impôt, que je pense que vous connaissez. Alors pour l'animation, il y a plusieurs crédits d'impôt. Il y a le crédit d'impôt audiovisuel, le crédit d'impôt cinéma et le crédit d'impôt international. Ce que vous voyez ici, c'est le total des dépenses en France des projets qui ont bénéficié d'un crédit d'impôt dans l'animation.
On est passé de 249 millions d'euros de dépenses en 2019 à 400 millions d'euros en 2021, c'est-à-dire un niveau d'activité qui a été multiplié par 1,6 en 2 ans à peine. Vous voyez, entre 2020 et 2021, on a une situation qui s'est un peu stabilisée, notamment sur le crédit d'impôt international. On a 38 projets d'animation qui en ont bénéficié l'an dernier, c'était 39, un de plus en 2020. Et sur le crédit d'impôt audiovisuel, on a un petit peu moins d'heures qui ont bénéficié d'un crédit d'impôt en 2021 qu'en 2020, mais on reste à un niveau largement supérieur à 2019. Donc, comme je disais, production en audiovisuel d'animation très dynamique, ça se reflète évidemment sur les écrans, sur les chaînes télé, qui sont les premières commanditaires d'animation audiovisuelle en France. Vous voyez ici, en moyenne, on a 20 nouvelles séries qui sont lancées chaque année sur les chaînes nationales. C'était le cas l'an dernier, on en a eu 18 exactement. En général, on a à peu près la moitié de créations originales et la moitié qui sont des adaptations, sachant qu'on a en France la chance d'avoir une édition littéraire, notamment une édition jeunesse, qui est très puissante et qui donne lieu justement à un certain nombre d'adaptations. Donc vous voyez ici toutes les séries qui ont été lancées l'an dernier sur les différentes chaînes. Une grande partie ont été lancées sur France Télévisions, une sur Salto, Chouette pas chouette. 3 nouvelles séries également sur TF1, dont notamment la nouvelle création des créateurs de Miraculous Ghost Force. Et puis comme vous voyez, globalement, c'est des programmes jeunesse. Il y a un seul programme pour adultes qui est sur Canal+, dans ces nouvelles séries, c'est Open Bar, qui est tiré d'un album de Fab Caro. Donc en toute logique, l'animation, vu que ce sont surtout des programmes jeunesse, elle est consommée par les enfants en France, à la télévision. Ce sont surtout les 4-10 ans qui consomment l'animation. L'animation représente 25% que les 4-10 ans passent devant la télévision. Si on regarde pour les 11-14 ans, l'animation, ça représente 13%, donc c'est déjà un peu moins important. Donc si on regarde le cœur de cible des 4-10 ans donc de l'animation, vous voyez que la première chaîne qu'ils regardent de loin, c'est Gulli, largement en tête en termes de part d'audience, devant France 4, suivi TF1. Et ce que vous noterez également, c'est que c'est d'abord des programmes français qui regardent à 56%, devant les programmes américains, 30%. Donc on a une production audiovisuelle qui est dynamique, qui est aussi soutenue par les chaînes télé, et on a surtout une audience qui est présente, un public qui est présent pour cette animation audiovisuelle française. Et vous le voyez dans le top 5 ici de l'an dernier. On a donc 3 créations françaises. On a Miraculous, évidemment, dont le succès ne se dément pas depuis 2015. Ernest et Rebecca en 3e. Et puis la nouvelle version Doom le Dauphin Blanc sur TF1. Et vous avez 2 programmes américains, des incontournables, La Patte Patrouille et Bienvenue chez les Loud. Donc évidemment, ce à quoi on assiste depuis quelques années, vous le savez, c'est un basculement des pratiques d'écoute du linéaire vers le délinéaire. Et les enfants sont les premiers à adopter ces nouvelles pratiques et à avoir une consommation qui est aujourd'hui davantage à la demande. Et c'est très net sur le premier graphique que vous voyez en haut. En haut, c'est la durée d'écoute que les enfants passent à regarder l'animation sur les chaînes nationales. Donc, ils passaient plus de 100 heures à regarder l'animation par an entre 2017 et 2019. Ce n'est plus que 65 heures en 2021. Donc, la consommation en direct, elle a vraiment chuté de 40% en 5 ans. On le voit aussi sur les chaînes thématiques, puisque les chaînes thématiques jeunesse, leur poids est en baisse. Sur la dernière vague qu'on a, donc septembre 2021, février 2022, dernière vague d'audience, les chaînes jeunesse représentaient 14% de l'audience des chaînes thématiques, alors que c'était 18% il y a 4 ans. Et évidemment, en parallèle, ce qu'on voit, c'est l'essor de la consommation à la demande, alors que ce soit sur des plateformes payantes de SVOD, ou, et c'est beaucoup le cas pour l'animation, sur des plateformes gratuites. Donc ça peut être les plateformes de replay des chaînes télé, les MyTF1, les France.tv, les Sixplay, Gullimax, etc. Donc France Télévisions notamment, donc dans France.tv ou avec l'application Oku, propose une offre qui est très très large en animation et qui a du succès, puisque vous voyez l'an dernier, c'est 190 millions de vidéos vues sur l'appli Oku, donc plus 10%. Également, ce qui est très consommé par les enfants, c'est les chaînes de partage de vidéos, donc essentiellement YouTube. On vous a mis quelques exemples de chaînes YouTube qui ont beaucoup d'abonnés. Vous avez Grizzly les Lemmings qui a 4,77 millions d'abonnés sur YouTube, ou encore Choupi qui cartonne toujours avec 1,85 million d'abonnés YouTube. Et sur YouTube, les 3-14 ans, l'animation, c'est le premier genre qu'ils regardent devant les clips musicaux et devant les vidéos humoristiques. Et puis évidemment, vous avez les producteurs qui investissent, les réseaux sociaux, les comptes sociaux, certains grands producteurs qui vont lancer leur propre compte, c'est le cas de Xilam, dont la chaîne sur YouTube a un très grand succès, 35 milliards de vidéos vues donc revendiquées, avec une très forte croissance au cours des 5 dernières années. Donc, symptôme de ce basculement des pratiques d'écoute, c'est évidemment par exemple la fermeture annoncée de la chaîne CBBC, donc du groupe BBC, au Royaume-Uni, donc une chaîne dédiée
aux 6-17 ans, qui va fermer dès 2025 pour laisser la place à une diffusion en numérique à la demande. Donc je le disais, il y a aussi une consommation en SVOD, et ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que toutes les plateformes SVOD ont enrichi leur catalogue jeunesse. Alors, le catalogue jeunesse, il est essentiellement composé de programmes d'animation à 90%. Donc vous voyez ici, c'est très clair, sur les 4 dernières années, la hausse du nombre d'épisodes proposés par ces différentes plateformes. Alors Salto est premier, pourquoi ? Parce que Salto a intégré toutes les offres de ses actionnaires, donc les TFU, les Gullimax, les Oku, forcément une offre conséquente. Je se pose la question, vous le savez, de l'avenir de Salto, maintenant que TF1 et M6 ont confirmé vouloir se désengager de la plateforme. Néanmoins, vous avez toujours les applis, les sites par ailleurs de TFU Max, Gullimax, etc. Prime et Netflix également ont étoffé leur offre, surtout Prime d'ailleurs, qui est devant Netflix aujourd'hui en termes de volume d'épisodes. Canal également, qui a lancé Canal Plus Kids l'an dernier, donc avec un certain nombre d'épisodes disponibles. Donc en tout, en 5 ans, le nombre d'épisodes jeunesse sur ces plateformes il a été multiplié par 3,3. Si on regarde vite fait ce qui est consommé sur ces plateformes, SVOD, en animation, alors là, malheureusement, nous n'avons pas la consommation des enfants parce que Médiamétrie ne regarde que la consommation des 15 ans et plus. Donc on ne peut pas regarder si les enfants consomment aussi les programmes français sur ces plateformes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 15 ans et plus, il y a une consommation d'animation qui est importante. Donc les 15 ans et plus, notamment les jeunes adultes, consomment de l'animation, mais vont surtout consommer, comme vous le voyez ici, des mangas. Vous voyez également que essentiellement des programmes japonais, quelques programmes américains, comme par exemple les Simpsons. Et on a un seul programme français dans le top 10, auprès des 15+, qui est Sally Bollywood sur Prime Video. Donc ça, c'est pour l'animation audiovisuelle. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur l'animation cinématographique, vous allez voir qu'on a un certain nombre de caractéristiques communes, évidemment, avec l'animation audiovisuelle, mais on a une offre beaucoup plus limitée, une production beaucoup moins dynamique que ce qu'on peut observer en audiovisuel. Vous le voyez ici, donc sur les 20 dernières années, on a en moyenne entre 3 et 12 films d'animation qui sont agréés par le CNC chaque année. Ça représente à peu près 3% de l'offre des films agréés. L'an dernier, on en a eu 10. Une des raisons pour lesquelles il y a assez peu de films d'animation, c'est aussi que c'est un genre qui est coûteux. Donc sur les 10 films agréés l'an dernier, le devis moyen était de 6,3 millions d'euros. C'est 2 millions d'euros de plus que sur les films de fiction. Si on prend sur 20 ans, le coût moyen de l'animation, d'un film d'animation, c'est 11 millions d'euros. Sachant qu'évidemment, les devis sont très variables, entre la dernière production de Michel Oslo qui va être à moins de 3 millions d'euros et si je prends celui qui a coûté le plus cher, Le Petit Prince, qui a fait plus de 60 millions d'euros de devis. Donc, c'est une moyenne. Vous le voyez également, c'est la structure de coût des films d'animation. Elle est aussi différente des autres films parce qu'évidemment, il y a une très grande importance de tout ce qui est coût technique et notamment des prestations, la sous-traitance, qui représente près d'un tiers des coûts des films d'animation, alors que c'est seulement 12% pour un film de fiction. Donc du coup, même logique que pour l'animation audiovisuelle, pour pouvoir financer l'animation, les producteurs font aussi appel à des partenaires étrangers. On le voit dans le nombre de coproductions. Sur les 20 dernières années, donc sur les 149 films d'animation agréés, les 2 tiers étaient des coproductions. Des coproductions qui ont été réalisées surtout avec nos voisins, la Belgique, Luxembourg, Allemagne, mais également le Canada, qui est un grand partenaire en copro sur l'animation. Et donc 2 tiers de coproduction. Si on regarde tout film confondu, c'est à peine 42% de coproduction. Donc, il y a beaucoup plus de coproduction en animation. Et là aussi, du coup, je n'ai pas la slide sur la structure du financement. Je suis désolée, Stéphane, parce que je l'avais rajouté ce matin. Donc, sur la structure de financement, juste pour vous dire qu'elle est, comme pour l'audiovisuel, il y a une large part des apports étrangers. Donc, j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais de mémoire, si on prend tous les apports étrangers, y compris les mandats étrangers, on est à 25-26% du financement qui est assuré par les apports étrangers, lorsqu'on est plutôt à 16%, tout film confondu. Et surtout, il y a aussi également une part producteur qui est plus importante, de mémoire de 25%, 24 ou 25% sur l'animation. Donc ça, c'est pour la production. Si on regarde maintenant ce qui se passe en termes de diffusion en salle, donc vous voyez ici le nombre de films qui ont été diffusés en salle chaque année, alors toutes nationalités confondues, français, américains, européens, japonais, etc. Évidemment, on a eu un trou d'air en 2020, assez logique. 2020, crise sanitaire, fermeture des salles. Comme vous le savez, beaucoup moins de films sont sortis. Certains films ont été reportés, d'autres sont sortis directement sur les plateformes. Donc on n'a eu que 25 films d'animation et très peu de films américains. En 2021, on est revenu à un niveau d'avant-crise avec 38 films, ce qui est le niveau qu'on observait les années avant-crise. Je passe sur 2019, qui est une année un peu atypique, où on avait une offre particulièrement étoffée. Et 2022, on devrait avoir en tout 45 films d'animation qui sortent sur les écrans.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque les salles ont rouvert le 19 mai 2021, il y a eu beaucoup de films d'animation qui sont sortis dès la première semaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des films qui sont porteurs, généralement, qui permettent d'attirer un public large, familial, et donc de relancer, le but c'était de relancer la fréquentation. Et vous le voyez ici en termes d'entrée, donc je reviens, en termes d'offres, les 38 films d'animation en 2021, ça représente 8% de l'offre de films. En entrée, ça représente 17% des entrées. Donc vous voyez que c'est des films qui représentent davantage en termes d'entrée qu'ils ne représentent en termes d'offres. 15 millions d'entrées l'an dernier, évidemment, c'est beaucoup moins que les années avant crise. Comme pour les autres films, les films d'animation ont souffert de la baisse de la fréquentation consécutive à la crise sanitaire, moins 56% par rapport à 2019. On est sur les mêmes ordres de grandeur que pour l'ensemble des films. Donc l'animation a souffert ni plus ni moins que les autres films. Ils ont généré, donc comme vous voyez, 94 millions d'euros de recettes l'an dernier, puisque la recette moyenne est un peu inférieure sur l'ensemble des films, à 6,45 contre 7,04 pour l'ensemble des films, parce que forcément le public est composé aussi en grande partie d'enfants qui paient un tarif réduit. Si on regarde dans le détail ici les films qui concentrent le plus d'entrées, on a une photo assez différente sur le cinéma. On voit qu'il y a quand même une prédominance des films américains sur les films d'animation en salle. 2020 était atypique, à nouveau, je répète, il y avait peu de films américains qui sont sortis en salle, ça a laissé plus de place aux films français. 2021, on est revenu à la situation qu'on avait avant crise. Donc, c'est-à-dire 75% des entrées pour les films d'animation ont été réalisées par des films américains. Le premier étant Encanto. Vous voyez que le premier film français l'an dernier, c'était Les Aventures de Pile, donc il a fait près de 500 000 entrées. Donc ça ne veut pas dire que les films français ne fonctionnent pas, ils rencontrent généralement un beau succès, mais déjà, il y a une production limitée. Et aussi, c'est des films qui ont des ambitions très variables, entre un Astérix qui évidemment vise un public très large, ou un Joseph qui va parler de la guerre civile en Espagne, c'est pas forcément le même public. Et donc évidemment, face aussi à des super productions comme les super productions de Disney, forcément les entrées s'en ressentent. 2022, pour l'instant, ne fait pas exception. Si vous regardez le top 10 des films qui ont le mieux fonctionné cette année en salle, 6 films américains sur les 10, mais quand même, on a un film français, enfin une coproduction franco-canadienne qui se classe 3e, c'est Vaillante, qui est sorti en début d'année, qui a fait 1,3 million d'entrées. Et comme je le disais, donc pendant la crise sanitaire, un certain nombre de films d'animation sont sortis directement sur les plateformes, les films des majors, notamment Disney, donc Raya, Lucas, Soul, parce que les salles de cinéma étaient fermées, parce qu'ils venaient de lancer leur service Disney+. Et c'est une stratégie qui se prolonge. Ampère Analysis a analysé cela sur le marché américain et a constaté que Disney, cette année, allait sortir 2 films d'animation dans les salles américaines contre 11 sur la plateforme Disney+. C'est un peu la même histoire pour Paramount, dans une moindre mesure. Un film Paramount en salle, 3 sur Paramount+. Donc il y a cette stratégie-là de réserver une partie de la production d'animation pour les plateformes, pour les majors. Il y a le cas Avalonia, mais le cas Avalonia, il ne s'inscrit pas dans cette stratégie. C'est un cas spécifique au marché français. Disney qui ne souhaite pas sortir son prochain film de Noël par, on va dire, mesure de rétorsion contre la chronologie des médias. Ce qui sera intéressant de voir, c'est, je pense que vous l'avez tous vu, Bob Iger qui a été rappelé à la tête de Disney, qui a licencié d'ailleurs Karim Daniel, qui était justement celui qui avait impulsé cette nouvelle stratégie. Donc à voir si la stratégie est modifiée par la suite ou si Disney continue à réserver une large part de sa production de films d'animation pour la plateforme. Et puis pour finir, pour ne pas être trop longue et laisser la parole à Stéphane, un mot quand même sur le succès de l'animation française à l'international, c'est important. Donc, comme je disais, les films d'animation, on a beaucoup de copros et on a beaucoup de financements étrangers. Et ces films-là, ils sont donc très présents dans les salles étrangères. Et vous voyez, plus des 2/3 de leurs entrées sur 20 ans sont réalisées dans les salles à l'étranger. L'an dernier ne fait pas exception, puisqu'on a eu 62% des entrées des films d'animation en 2021 qui ont été réalisés à l'étranger. Le premier film, d'ailleurs, un tout film confondu, qui a le mieux fonctionné dans les salles à l'étranger, c'est Le Tour du monde en 80 jours, donc un film d'animation. Donc vous voyez ici, en tout l'an dernier, il y a eu 37 films d'animation français qui ont été projetés dans 91 territoires, 124 films qui sont disponibles sur les services de SVOD à l'étranger, dans 53 territoires, et 67 films diffusés sur les chaînes télé. Alors on n'est que sur 14 territoires ici, c'est pas qu'il y a que 14 territoires qui diffusent des films d'animation, c'est que notre source, notre base de données médialogique ne suit que 14 territoires. Donc en gros, sur les 14 territoires qu'on suit, tous diffusent des films d'animation français. Sur l'audiovisuel, même constat, l'audiovisuel depuis de nombreuses années, c'est le premier genre à l'exportation. Vous voyez qu'en moyenne sur la décennie, l'animation représente 36% des ventes
à l'exportation en audiovisuel, devant la fiction et devant le documentaire. L'an dernier, on a constaté des ventes en léger recul, 61 millions d'euros. On était plutôt autour de 75 millions d'euros ces 5 dernières années. Donc on a un retrait assez notable l'an dernier, mais qu'on estime essentiellement conjoncturel. Il y a plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, il y avait une certaine frilosité de la part des acheteurs parce qu'il y avait toujours un marché très impacté par la crise sanitaire. Et donc, moins d'achats de nouveautés ou des achats de nouveautés retardés. Les diffuseurs préféraient se concentrer sur des marques éprouvées, mais évidemment en animation, un certain nombre de ces marques sont déjà bien vendues, et notamment bien vendues à des plateformes qui exigent des droits exclusifs de longue durée, ce qui limite le deuxième cycle de vente et le potentiel sur le deuxième cycle de vente. Le constat aussi, c'était que cette baisse-là, elle était portée par quelques grands groupes qui avaient connu une année un peu mitigée en 2021, alors que d'autres exportateurs ont connu leur meilleure année en 2021 sur l'animation. Donc ce n'était pas du tout une baisse transversale. Et tous les exportateurs qu'on a rencontrés étaient confiants pour 2022. Donc là encore, rendez-vous l'année prochaine, on l'espère, avec un retour à la hausse. Et il faut aussi, pour rappel, ce que je disais au début, on a eu un record des préfinancements étrangers l'an dernier, et ça fait quelques années qu'on a quand même un très haut niveau des préfinancements étrangers. Donc forcément, si vous prévendez bien vos programmes, vous avez moins de potentiel aussi en vente en aval, puisque les investisseurs étrangers se sont positionnés en amont. Donc ça peut aussi expliquer cette baisse-là qu'on a vue en 2021. Et vous voyez ici quelques exemples de programmes qui sont très bien exportés l'an dernier. On a eu Culotté, on a eu Teuchiki, Mush Mush à l'échampote, donc voilà, qui sont très bien exportés à l'international. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que l'animation, c'est le genre qui s'exporte vraiment partout dans le monde, l'animation française. Vous voyez sur le podium, on a les États-Unis et la Chine, qui sont présents sur le podium depuis 2018, là où les autres genres, la fiction, le documentaire, sont beaucoup plus dépendants de l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest, pour l'animation, ça représente que 26,5% des ventes en 2021. Et vous voyez également l'importance des droits mondes, 35% pour l'animation française. Donc, ce qu'on appelle droit monde, c'est à partir du moment où un programme va être vendu à des pays de plusieurs continents. Donc c'est évidemment beaucoup les plateformes, SVOD, mais de plus en plus, on l'a vu l'an dernier, AVOD, qui ont aussi besoin de contenu, notamment de contenu d'animation. Et ça peut aussi être des chaînes télé, des networks comme Cartoon Network, qui sont présents sur plusieurs continents. Donc sur l'animation, vous voyez aussi également une forte présence de l'animation française sur les plateformes SVOD et les chaînes télé étrangères. On a eu 174 programmes d'animation française disponibles dans 52 territoires en SVOD et 193 séries d'animation française diffusées en télé dans 14 territoires. Et vous voyez les licences, les marques fortes qui sont reconnues et qui sont les plus diffusées. On retrouve Molang, on retrouve Grizzly et les Lemmings, Zig et Charcot, etc. Et Miraculeuse, évidemment. Et pour finir, pour resituer la France donc, sur la scène internationale, ce qu'on peut dire, c'est que la France aujourd'hui, et depuis quelques temps déjà, est le 3e pays, on peut dire, producteur d'animation audiovisuelle. Donc là, c'est le nombre de commandes que vous voyez de séries d'animation en mai dernier. Vous voyez que les États-Unis et le Japon sont loin devant, avec plus de 300 programmes commandés ou en cours de commande aux États-Unis, 214 au Japon. Mais la France est loin devant le Royaume-Uni et le Canada. Donc on est bien positionné et bien ancré dans cette 3e position. Et vous voyez également que France Télévisions est le premier groupe européen commanditaire d'animation en audiovisuel. Et sur ces programmes qui sont en cours de commande, ce qu'on regarde, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que vous voyez en France, quasi la totalité des programmes sont des programmes enfants. Donc ça rejoint ce que je disais au début sur l'animation audiovisuelle. 94% des commandes sont des programmes pour les enfants, là où, alors c'est pas exceptionnel, en Royaume-Uni c'est la même chose, Canada aussi. Mais si on regarde les deux leaders, États-Unis et Japon, il y a une production d'animation qui est plus diversifiée. Aux États-Unis, il y a aussi l'importance de la comédie en animation, évidemment de la SF. Japon, c'est ce qui est science-fiction, manga, mais aussi des dramas. Donc, et ça se ressent évidemment sur les plateformes mondiales comme Netflix, Disney+, etc. vont avoir un catalogue d'animation assez diversifié, pas que d'animation pour jeunesse. Voilà. Et pour conclure, je laisserai la parole à Stéphane. Est-ce que je suis dans les tons? Je pense que oui. Ce qu'il faut comprendre et retenir en quelques mots, c'est que l'animation, ça reste clairement un des fleurons, une des filières d'excellence des industries culturelles françaises. 2021 confirme cet état-là, puisqu'on l'a vu, la production audiovisuelle aidée était au plus haut en termes de volume horaire et surtout en termes de devis, avec un coût horaire qui était au plus haut en 2021. L'animation, elle a beaucoup recours en France au financement étranger, qui représentait 29% des ventes en 2021, et aussi grâce à ça, parce que dès le départ, elle a une ambition internationale, elle s'exporte très bien. Donc l'animation reste le premier genre à l'exportation, même si 2021 a été une moins bonne année que les années précédentes.
En cinéma, on a aussi une production qui est attractive dans les salles, et notamment qui s'exporte très bien, avec toutefois, on l'a vu, un enjeu d'échelle, puisqu'on a une production qui est quand même assez limitée d'année en année, mais qui s'exporte bien à nouveau et se retrouve aussi bien sur les services de SVOD que les chaînes de télévision étrangères. Et puis, en termes de perspective, ce qu'on voit, c'est qu'on a une demande qui est toujours forte. Je l'ai dit, de par le changement des habitudes de consommation du linéaire vers le délinéaire, le fait qu'il y ait de plus en plus de plateformes, que ce soit SVOD ou AVOD, qui ont besoin de contenu, qui demandent aussi à avoir de l'animation. L'animation est très consommée en délinéaire. Et puis, il y a une opportunité, comme je le disais, peut-être pour l'animation audiovisuelle française, de davantage explorer l'animation adulte. Alors, il y a des initiatives, je l'ai montré, il y en avait un programme sur Canal, Arte, évidemment, fait aussi des programmes d'animation pour adultes, France Télévisions s'y met également avec des contenus pour France.tv, mais certainement qu'il y a peut-être encore davantage à explorer sur ce volet. Et je finirai sur un point, c'est qu'évidemment, vu la production dynamique qu'il peut y avoir en France, que ce soit par des producteurs français, enfin, par des commanditaires français, commanditaires étrangers, on sait qu'on est un secteur qui connaît certaines tensions, notamment au niveau de l'emploi ou des infrastructures de production. Je laisserai Philippe de Gardin d'Audience juste après moi en parler. Mais c'est aussi pour répondre à ces tensions que donc on a lancé l'appel à projet La Grande Fabrique de l'Image dans le cadre du plan France 2030, comme vous savez. Je pense que Pauline Augrin en a parlé hier. Et pour montrer à nouveau le dynamisme du secteur de l'animation, sur les 176 projets que nous avons reçus, 54 concernent l'animation. Donc ça montre la vitalité, encore une fois, de ce secteur. Voilà pour ma part. Stéphane, je te laisserai réagir, commenter. Merci beaucoup, Cécile. Merci à vous. Merci Cécile, c'est très dense et très riche, donc je vais essayer de rebondir sur quelques points en essayant de faire le pont aussi avec la discussion de ce matin autour de Philippe, qui a eu la gentillesse de me spoiler. Donc c'est vrai que tout le début de ma présentation va repartir d'une slide qui vous avait montré. On a présenté à Nîmes France un point de la répartition de l'activité de nos adhérents à l'occasion du MIFA de juin dernier. C'était un peu la première fois qu'on faisait cet exercice, puisque tout le monde dans le milieu disait, ça se voyait, que l'activité de prestation était en très fort développement, mais on n'avait jamais véritablement essayé de tirer une photo de cette impression générale. Et donc à l'occasion d'Annecy, on a essayé justement de présenter une photo. Et c'est vrai qu'on a été un petit peu surpris quand même, il fallait le dire, nous-mêmes par le résultat, où globalement on voit que sur un chiffre d'affaires aujourd'hui du secteur qui flirte avec les 600 millions d'euros, on en avait pratiquement la moitié sur le segment de la production télé géré par les producteurs français, et ce chiffre d'affaires de production télé englobe aussi bien le chiffre d'affaires auprès des diffuseurs français que les ventes qui peuvent être faites à l'international, ou les apports du compte de soutien par exemple. On avait une part du cinéma qui était beaucoup plus réduite, puisqu'elle représentait une cinquantaine de millions, c'est-à-dire moins de 10%. Et je reviendrai aussi sur ce point-là. Et on avait un très gros pavé qui apparaissait dans le paysage, qui était la prestation. Alors, prestation faite aussi bien par des studios français pour des producteurs délégués français, mais surtout faite pour des donneurs d'ordre étrangers, et tout particulièrement américains. Donc c'est vrai que la photo est saisissante, elle montre l'évolution extrêmement importante des tendances de fond du marché, et donc la prédominance aujourd'hui, en tout cas le développement extrêmement fort de cette activité de prestation. C'est une chance pour le secteur, clairement, puisqu'elle permet de dynamiser le chiffre d'affaires global du secteur, l'emploi dans le secteur, mais elle reste quand même, il faut bien en avoir conscience, fragile, puisque un donneur d'ordre peut aujourd'hui choisir la France parce qu'il va y trouver un savoir-faire technique et industriel indiscutable, il va y trouver un écosystème de financement, notamment à travers le crédit d'impôt international, qui à un instant T peut être compétitif, les deux réunis étant compétitifs, et je ne vous parle même pas de la parité euro-dollar, mais tout ça est quand même extrêmement, je dirais, fragile, puisqu'à un moment donné, un commanditaire peut décider de retirer un certain nombre de commandes du marché français pour aller les porter sur tel
tel ou tel, voilà, je vais y arriver, un autre territoire qui, à un instant donné, aura modifié son système de crédit d'impôt, qui, à un moment donné, aura une parité dollar versus la monnaie locale plus favorable. Donc, il faut quand même avoir conscience que ce secteur de la prestation, il faut s'en féliciter, mais qu'il a aussi intrinsèquement ses fragilités. Je rappelle juste que le crédit d'impôt international, il est voté pour une durée limitée, de mémoire, il doit être voté jusqu'à fin 2024, contrairement aux crédits d'impôt locaux qui vont pour les producteurs français, il n'y a pas de limite de temps sur le crédit d'impôt international, il y a une limite de temps qui est 2024, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se retrousse les bras de chemise comme à chaque fois pour porter la bonne parole auprès des pouvoirs publics et notamment de Bercy qui a quelques sujets, comme vous le savez, financiers en ce moment, et pour démontrer l'efficacité de ces crédits d'impôt et notamment du crédit d'impôt international pour faire en sorte qu'il soit prolongé et qu'il permette à l'industrie française de rester active. Donc on a des éléments pour ça, on est en capacité de démontrer l'efficacité de cette politique publique à travers du crédit d'impôt international, notamment sur l'animation, et les chiffres qui seront dévoilés tout à l'heure par Philippe et François le démontreront. Mais il faut quand même avoir conscience qu'on est sur un secteur, la prestation, qui a ses propres fragilités. À côté de ça, on a le secteur de la production télé, donc c'est celui qui est porté par les producteurs français qui vont garder donc dans ce cas-là l'IP de leur production, en tout cas dans une majorité des cas. Et ce système-là, il repose quand même avant tout sur nos éditeurs français. Il faut bien avoir conscience que les obligations de production aujourd'hui des éditeurs français, c'est 60 millions d'euros par an, dont 32 chez France Télévisions. Donc ça vous montre, et on l'a vu à travers toutes les slides de Cécile, à quel point France Télévisions est un point d'équilibre général du secteur. Donc nos obligations de production, elles sont essentielles parce qu'elles assurent la stabilité du secteur, parce que tous les ans, on est sûr que ces gens-là vont investir, qui seront là, qui généreront de nouveaux programmes, et donc de l'IP, de l'emploi sur le territoire français. France Télévisions, comme vous le savez, vous avez tous eu la suppression de la redevance sur votre avis de taxe d'habitation cette année. On a un financement qui est quand même fragile, beaucoup de points d'interrogation dans les années à venir sur le devenir financier de France Télévisions et donc sur l'implication financière in fine de France Télévisions dans le secteur. Sur les chaînes de télévision, il y a un chiffre qui a été mis en avant par Cécile, sur lequel je voudrais attirer votre attention, qui est la baisse de la durée d'écoute des enfants dans la télévision, qui passe, en gros, qui perd 40%, je crois, j'ai noté à la volée, 40% en quelques années. Cette DEI, elle montre à quel point le marché, les habitudes de consommation sont en train d'évoluer. Ça ne veut pas dire que les enfants ont disparu, parce que c'est très bien montré par toutes les statistiques sur le développement de la consommation en SVOD ou en vidéo à l'acte gratuite. Les enfants sont toujours là, mais ils consomment différemment et la consommation linéaire est en chute libre. Donc ça veut dire que nos partenaires, diffuseurs, doivent s'adapter à cette évolution des consommations. Et donc nous, ça veut dire que dans les négociations qu'on mène avec eux autour du renouvellement de leurs obligations de production, on a un devoir, une obligation de les accompagner dans ce mouvement vers le digital pour leur permettre de suivre leur public et d'avoir une cohérence en matière d'investissement, de financement sur les œuvres. Alors ce mouvement, on l'a fait avec France Télévisions il y a 2 ans maintenant, je pense que tout le monde en est satisfait. On a en ce moment des négociations complexes, pour pas dire autre chose, avec les 3 grands éditeurs privés que sont Canal+, TF1, M6 Gulli de l'autre, sur l'adaptation de nos accords interprofessionnels à cette nouvelle donne de consommation digitale, comment on leur donne plus de droits digitaux,
sachant que ces jeunes gens ne financent nos programmes qu'à hauteur de 25%, et que ceux qui financent par ailleurs sont parfois, et même très souvent, implantés également sur le territoire français. Je parle des réseaux américains ou des plateformes américaines, et comment on arrive à faire cohabiter tout ce petit monde autour des plans de financement en répartissant les droits entre les uns et les autres. C'est une mécanique compliquée, c'est de l'horlogerie, sachant que dans tous les groupes de diffusion sont dans une volonté d'exclusivité la plus totale possible, en disant je te finance à 25%, mais je veux personne d'autre que moi sur le territoire français, et merci, au revoir. Donc il faut trouver les points d'accord. Je ne vous cache pas qu'on pense y arriver avec le groupe TF1 assez prochainement. C'est plus compliqué avec les groupes M6 et Canal+ à date. Donc les producteurs français sont dans un environnement financier et quand je réagis sur un mot de la présentation de Cécile, où elle dit la production de TV est une activité florissante. Elle est dynamique, ce qui n'est pas, à mon sens, exactement la même chose. On le voit effectivement à travers les slides, 357 heures, c'est super. D'un autre côté, dans ces 357 heures, il n'y a que 10 heures des plateformes américaines toutes seules. La seule œuvre qui est passée, je vous passe les détails, mais par le fonds sélectif, plateforme qui préfigure de l'ouverture du fonds de soutien prochainement complet aux plateformes américaines, il y a une seule série d'animation. Donc ça veut dire que là, dans les 357 heures, l'année dernière, en 2021, il y a une série Xilam avec Netflix qui est passée à hauteur de 10 heures. Donc les 347 heures autres sont des productions françaises financées par nos chers diffuseurs. Donc ça montre bien que le poids prédominant de ceux-ci et l'attention particulière qu'on doit porter à leur évolution et à leur bonne santé, que les plateformes américaines ne sont pas à date donc le relais que certains voudraient bien vouloir voir ou bien vouloir faire croire. Je vous rappelle que certains éditeurs privés disaient il y a 2 ans de toute façon il faut baisser nos obligations de production parce que les producteurs vont avoir plein de commandes des chaînes américaines, enfin des plateformes américaines. C'était quand même ça le débat il y a 2 ans, donc ce débat a été refermé, mais voilà, ça montre bien quand même la pensée d'un certain nombre de groupes. Donc aujourd'hui, ces plateformes américaines sont un véritable relais à travers l'activité de prestation. Elles sont très plateformes ou réseaux américains, Disney, Warner, qui n'est pas encore aujourd'hui en France avec sa plateforme, mais qui est forcément là, etc. Tous ces gens-là sont extrêmement dynamiques en matière de commandes, parce que les 300 et quelques séries qui sont dans le graphe de Cécile, elles ne sont pas fabriquées aux États-Unis, elles sont fabriquées un peu partout dans le monde, dont en France. Aujourd'hui, ces plateformes américaines ne sont pas encore le relais. Ça a été dit dans la conférence de presse, dans la table ronde de ce matin. On essaye de corriger, mais c'est pas facile. Le travail qui a été fait par l'Arcom au mois de décembre de l'année dernière, qui a donné des toutes petites obligations en matière d'animation sur les plateformes américaines. Donc on part avec un sérieux handicap dans ces discussions avec les Américains, c'est qu'ils ont obtenu une convention signée et tamponnée par l'Arcom qui leur donne l'autorisation, par exemple pour Amazon, que je voyais tout à l'heure, qui avait quand même 14 000 épisodes disponibles en animation au titre de la clause de diversité. En animation, ils ont dit 0, l'Arcom a dit super, et ils ont tamponné. Donc voilà, je veux dire, on a quand même beaucoup de chemin à reparcourir dans l'autre sens. Par ailleurs, pour en terminer sur la production audiovisuelle, j'aurais quand même attiré l'attention sur un certain nombre de chiffres qui ont été montrés là. Je veux dire, le coût horaire a progressé de 44%. L'apport des diffuseurs a progressé de 14%, et celle du compte de soutien a progressé de 28%. Si l'apport horaire des diffuseurs ne progresse que de 14% et celui du CNC de 28%, et si les coûts horaires progressent de 44%, c'est qu'il y a quelqu'un qui compense. Il y a 2 personnes qui compensent, le marché international. Donc on a vu le développement des préfinancements internationaux en amont, et quelque part, je dirais la stagnation du marché de la vente en aval. C'est bien parce que comme les coûts montent et que les autres ne suivent pas en termes de financement, il faut rentrer de plus en plus de préfinancements internationaux pour pouvoir fabriquer. Et le deuxième, mais ça rejoint un peu le premier, c'est le producteur qui prend un risque de plus en plus important. Donc il y a une prise de risque de plus en plus importante des producteurs, c'est leur métier, c'est inhérent, etc. Mais il faut avoir conscience que la courbe de croissance des coûts, pour l'instant, on ne la voit pas vraiment s'arrêter.
on ne la voit pas vraiment s'arrêter parce que, comme tu le disais, il y a des effets d'inflation qu'on va voir maintenant et que tous les studios touchent à partir de 2022, qui sont liés aux causes exogènes internationaux. Mais on a aussi des causes endogènes qui sont à l'œuvre depuis déjà un petit moment et que les studios voient pour le coup très nettement et qui expliquent une partie de la hausse des coûts, qui sont les tensions salariales. L'augmentation du volume fait qu'on est en situation de plein emploi et qui dit situation de plein emploi dit que le rapport de force de la négociation entre le salarié et l'employeur est pour le coup un peu plus en faveur du salarié, ce qui est pour les salariés une bonne nouvelle, pour les studios un peu moins. Donc ça veut dire qu'il y a clairement une hausse des coûts salariaux et donc globalement une hausse des coûts de production. Donc l'inflation, en fait, elle est déjà en œuvre dans les studios depuis maintenant 2 ans et pas simplement à partir de cette année. Et pour terminer sur, avant de ce que je vois Patrick qui commence à s'impatienter, on te sent hein, quand tu es à côté. Juste sur le cinéma, pour dire les choses aussi rapidement, on voit que c'est en gros moins de 10% de l'activité du secteur. Il y a très peu de films qui sont produits, 10 par an. On voit petit à petit que les devis moyens baissent, qu'on est de plus en plus sur des films avec des budgets qui sont plus réduits. Alors c'est aussi parce que il y a certains films de niche qui sont développés, qui sont plus spécifiques. Tu as cité Joseph tout à l'heure, mais il y en a plein qui cherchent des publics spécifiques et donc qui peuvent se permettre d'aller peut-être chercher des budgets un peu moindres. Mais la baisse des budgets, elle traduit surtout la difficulté à financer. C'est surtout ça. Je pense que les producteurs, notamment, seraient ravis de travailler sur des budgets plus confortables, sauf que le marché français, aujourd'hui, n'arrive pas à financer ces films et les finance de manière de plus en plus compliquée pour les raisons qui ont été évoquées, notamment du côté des distributeurs suite à l'impact de la crise sanitaire. Et donc on a une difficulté de financement qui était déjà immense, qui devient colossale. Et sur le graphe que tu n'as pas pu rajouter, Cécile, ce qu'on voit aussi clairement en dehors du fait que l'international joue, comme en télévision, un rôle important en matière de financement, on voit aussi que globalement les diffuseurs investissent plus en long métrage live qu'en long métrage télé, qu'en long métrage animation, je vais y arriver, mais que ce différentiel, on le retrouve aussi en télévision. C'est-à-dire qu'en gros, dans une série de fiction, un diffuseur comme TF1, il va mettre 70% et il va mettre 25% quand il fait une série d'animation. Donc ce différentiel d'investissement des diffuseurs, on le retrouve des deux côtés. Ce qui est très différent quand on compare l'animation télé et l'animation long métrage, c'est qu'en matière d'animation télé, le CNC et on va dire les aides publiques au sens large, CNC, crédit d'impôt, soutiens régionaux, on a un vrai effet correctif de la faiblesse des investissements français qui a permis d'asseoir le développement du secteur et de financer les œuvres. Ce qu'on constate quand on regarde ce qui se passe du côté du cinéma, c'est qu'en fait les aides publiques ne corrigent absolument pas le déficit d'investissement des diffuseurs français. Pourquoi ? Simplement parce que du côté télé, il y a eu de développer à travers la direction de l'audiovisuel et de la direction de l'animation qui s'occupe vraiment que de l'anime. En gros, un système de soutien en relation avec le tissu industriel qui, à force d'être, je dirais, travaillé, peaufiné, en relation étroite, a produit tous les effets qu'on peut voir et dont tout le monde se félicite. Du côté du cinéma, on est aujourd'hui dans un système où on est noyé au milieu du reste du cinéma. Et quand on veut faire bouger des lignes, faire valoir les spécificités de l'animation, on y arrive. Dans tous les règlements du CNC, côté long métrage, vous trouverez un certain nombre de spécificités pour le long métrage en matière de développement, en matière de production, etc. Mais ça reste des spécificités par rapport à un cadre général qui a été conçu historiquement pour les films live et qui n'est pas complètement, pour pas dire pas vraiment, fait et conçu pour l'animation long métrage. Et donc on se retrouve dans un système où finalement, malgré qu'il y ait un certain nombre de spécificités, on voit bien que le dispositif de soutien ne corrige pas le différentiel d'investissement entre le live et l'anime des diffuseurs français, contrairement à ce qui se passe du côté de l'animation télé. Merci. Avant de vous passer la parole, juste un mot peut-être. Vous avez évoqué l'évolution des pratiques, et notamment la baisse d'audience sur les chaînes de télévision. La situation de Salto, les bruits qu'on entend aujourd'hui semblent être de nature à pas répondre à l'enjeu de cette mutation du public.
pour le Salto, Cécile le disait très bien tout à l'heure, pour Salto, je dirais l'impact pour les producteurs d'animation, notamment de la création de Salto, elle a été nulle. Donc sa disparition, je ne dis pas qu'elle sera sans effet, mais en tout cas, faut savoir que les pères fondateurs, on va le dire comme ça, de cette plateforme, TF1, M6 et France Télévisions, en fait, embarquaient leurs services de vidéos à la demande gratuite ou leur service de SVOD dans cette plateforme. Donc toutes les œuvres des producteurs français qui étaient fabriquées pour ces chaînes-là sont disponibles auprès des abonnés à Salto, et ils avaient besoin d'acheter des programmes. Donc en gros, le retour sur investissement de la part de Salto vers l'industrie en tant que telle était nul. Emmanuel Miquet pour Satellifax. J'ai une question pour vous, Cécile Lacou. Est-ce que vous pourriez faire un point d'étape sur le nombre de films agréés en long métrage d'animation, là, à date? Alors malheureusement non, parce que les chiffres sur 2022, nous les aurons en mars prochain. Là, je les ai pas. Honnêtement, je peux pas vous dire. Donc, je suis M. Pernet de la société CTM. Je travaille depuis 40 ans dans cette société. C'est une société qui fait de l'intégration de plateformes de techniques pour fabriquer des programmes, que ce soit pour l'animation, les séries, le long métrage, le téléfilm. J'ai pu traverser en gros les différents âges technologiques qui vont du film photochimique, la cassette vidéo, les supports, la dématérialisation et tous les process. Et par rapport à ce matin, aux enjeux et aux risques et l'arrivée des plateformes, nous aujourd'hui, on vit la période du Covid puisqu'on fabrique aussi des studios, donc des studios d'animation, mais des studios de doublage. Et donc, on a profité de l'après-Covid puisqu'on a dû localiser. Donc, on fabrique beaucoup de studios de doublage et beaucoup de plateformes de post-production pour les gens qui ont la chance de travailler pour les plateformes qui demandent maintenant en coproduction de faire des films de commande. Simplement, l'expérience que j'ai, c'est que c'est comme la technologie aujourd'hui qui crée des opportunités, puisqu'en gros, le support jusqu'à présent avait protégé les secteurs sur lesquels on travaille. Lorsqu'on travaillait sur le film, le photochimie avait son industrie, l'institutionnel avait sa 3/4 humatique, on avait le 1 pouce pour la télévision, et les fichiers et des génériques, et maintenant pour tous les secteurs. L'arrivée aujourd'hui de la technologie, qu'elle s'anticipe, la technologie elle progresse, l'IA progresse, le transfert des fichiers et les autoroutes numériques apportent de nombreuses opportunités. Aujourd'hui, l'Europe et la France, il y a 2 opportunités actuellement, soit on distribue et on diffuse des programmes, et donc on revend des programmes, c'est le cas de Salto. On peut considérer aujourd'hui que c'est un échec non seulement national, mais européen, et qu'on est réduit juste aujourd'hui au rôle de fabricant, puisqu'aujourd'hui, il faut avoir un marché international important. Et en plus, actuellement, les plateformes se battent pour pouvoir garder des places et donc même sont capables de perdre de l'argent sur des programmes pour avoir des places de poids et qui correspondront au nombre d'abonnés. Et donc, au niveau du contenu, aujourd'hui, les industries techniques qui étaient représentées par la FICAM ce matin, on faisait une étape en disant on fabrique aujourd'hui, les prestataires travaillent correctement puisqu'on a des demandes de programmes et de localisation pour l'animation. Il faut savoir que dans les pratiques, ce qui va arriver plus tard... Monsieur, je peux vous demander d'aller vers la question? Je vais arriver. Alors, c'était pour la contribution. Je disais que l'arrivée aujourd'hui des autoroutes numériques, c'est que demain, on va faire du remote post-prod et du remote prod. Et c'est pas parce qu'on va fabriquer du produit en France que les producteurs vont diffuser, qui vont forcément fabriquer aujourd'hui en France, et que bientôt, les filiales qu'on aura dans différents pays, on pourra travailler dans tel ou tel pays à cause de l'organisation, du coût, et que l'usage même du rapatriement du média, qui est aujourd'hui une contrainte technique, puisque pour la plupart du temps, on rapatrie des médias pour pouvoir travailler dessus. Demain, on pourra travailler sur des médias distants en effectuant son travail animation, localisation, doublage, et qu'on ne sera pas forcément dans le pays. Donc on va avoir des usages qui vont se transformer, et ça va avoir un impact sur la production, sur les industries techniques. Ok, voilà. C'est une contribution. Voilà. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Ou alors vous êtes tellement satisfait de tout ce que l'on vous a présenté que ça n'appelle aucune remarque? Peut-être je voudrais rajouter un élément avant qu'on conclue. C'est vrai qu'on parlait du dynamisme du secteur et du rôle des groupes américains dans le paysage. Ça a été très bien expliqué ce matin par Samuel, que tous ces groupes sont, notamment en matière de SVOD, en termes de conquête de position dans une guerre de mouvement. La SVOD est un marché naissant. Il faut très vite s'imposer parce que après les phases de développement, il y a forcément des phases de consolidation.
et qui restera certainement 3 grandes plateformes dans le monde. Donc il y a des gens qui sont partis plus tôt, d'autres qui sont partis plus tard. Donc aujourd'hui, on a 5 ou 6 plateformes qui se battent à l'échelle mondiale avec des investissements qui sont en très forte croissance, justement parce qu'il s'agit de conquérir des abonnés pour pouvoir asseoir très vite sa place sur le marché. Donc on est dans une phase d'investissement très forte, avec des chiffres colossaux qui ont été annoncés tant par Netflix que par Disney, etc. La consolidation va forcément venir à un moment, c'est une évidence économique. En fait, ce qu'on constate, et ça c'est, je dirais, on ne pensait peut-être pas qu'elle allait arriver aussi vite. On pensait que globalement, le marché de la SVOD allait être très dynamique encore pendant 3-4 ans, qu'on allait être face à un afflux de commandes pendant 3-4 ans. Il se trouve que la situation économique internationale et les demandes de rentabilité sont peut-être arrivées plus vite que prévu. Voir le niveau d'endettement de ces sociétés, comme le signalait Philippe. Voilà, un niveau d'endettement de ces sociétés qui, à un moment donné, où les taux d'intérêt remontent en flèche et donc l'argent coûte plus cher, donc tout le monde est en train de revenir à la rentabilité peut-être plus vite que prévu et de mettre un terme plus vite que prévu à la phase d'investissement. Et c'est vrai qu'on voit que ces grands groupes américains s'attendent quand même beaucoup. Hein. Je veux dire, Warner Bros. Discovery, c'est quand même hyper violent en matière en matière de recentrage suite à la prise de contrôle par Discovery de Warner Bros. Je pense qu'il y a bon nombre de producteurs français aujourd'hui qui sont en attente de prise de décision de ce groupe-là pour lancer des prods, et c'est une incertitude importante depuis maintenant plusieurs mois face à ce coup d'accordéon. On ne sait pas très bien où ça va aller. Netflix, qui encore jusqu'à quelques mois pensait que les arbres montaient jusqu'au ciel, a subi pour la première fois en début d'année une baisse de son nombre d'abonnés qui a fait chuter sa capitalisation boursière. Et je peux vous dire, au sein des équipes, et notamment sur le marché français, en gros, c'est un peu la fin de la récréation. On est sur un marché, c'est pour ça que je réagissais aussi au terme de florissant, on est sur un marché qui est dynamique, mais qui reste extrêmement fragile. On est dépendant en anime de tout ce qui se passe dans le monde. Alors c'est à la fois super, c'est une force, mais c'est aussi la fragilité du système. Et donc, en gros, quand ça commence à tousser de l'autre côté de l'Atlantique, on peut vite s'enrhumer. On ne peut que finir sur cet aphorisme. Merci à vous deux.